Depuis le 1er janvier 2026, la taxe des plus-values en bourse en Belgique est d'application. Bourse, crypto-monnaie, ETF, etc. Tout est concerné à un taux de 10%, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il dit pareil. Il y a plein de subtilités dont je vais essayer de te parler dans cette vidéo. C'est vraiment la vidéo ultime résumée parce que j'en ai fait plusieurs des vidéos depuis le début de l'année et depuis que cette taxe est sortie pour essayer de décortiquer ensemble un petit peu tout ça. Et ici, j'ai attendu d'avoir les derniers textes, les derniers documents pour un petit peu te faire une compilation ultime de tout ce qu'il faut savoir. Il y a des dispositifs intéressants qui permettent d'avoir des exonérations et ce genre de choses. Et puis, il y a des choses beaucoup moins avantageuses qu'il faut que tu connaisses également. Évidemment, toujours un petit disclaimer. C'est une vidéo générale et pédagogique qui n'est pas exhaustive. Je ne vais pas savoir parler de tout, on reste sur YouTube. C'est simplifié volontairement, c'est vulgarisé. Aucun conseil financier ou fiscal, c'est important. Investir comporte des risques de perte en capital et surtout les législations évoluent à travers le temps. Donc, tu dois faire tes propres recherches et consulter un professionnel dès que tu en ressens le besoin. Numéro 1, qui doit payer la taxe? Alors attention, ici je vais vulgariser le concept, mais en gros, il y a 3 profils fiscaux en Belgique. Ça c'est très spécial par rapport aux autres pays où souvent les gens sont taxés en fait tous de la même manière. En Belgique, c'est pas comme ça. On a 3 grands comportements et manières d'être taxé. D'abord, le bon père de famille, qui lui va avoir une gestion normale de son patrimoine privé. C'est la situation classique d'un particulier en général qui investit son épargne durement gagnée dans l'espoir de la faire fructifier à long terme. Ça ici, c'est romancé. Dans les lois, c'est plus complexe, mais c'est l'idée qu'il y a 3 situations, 3 profils. Et depuis 2026, c'est ce profil qui est taxé à 10%. Derrière, nous avons le spéculateur. Le spéculateur, lui, c'est quelqu'un qui fait des plus-values spéculatives, de l'achat-revente régulier ou certaines opérations spécifiques qui peuvent être requalifiées en opérations spéculatives. Et lui, donc, il va être taxé à 33%. C'est quand même plus de 3 fois plus, donc il faut être assez prudent. Le problème, c'est qu'on attendait des grilles, notamment c'est ça que j'attendais pour faire cette vidéo, mais je ne les ai pas. On attendait des grilles de préparation pour essayer de savoir exactement à quel moment je suis en spéculation et à quel moment, quel comportement est considéré comme bon père de famille, puisque tout ça reste actuellement à l'appréciation du fisc. C'est eux qui examinent la fréquence des opérations, la durée de détention des actifs, l'utilisation d'un emprunt, des effets de levier, etc. et de ce genre de choses-là, ainsi que la part du patrimoine qui est engagé ou le niveau de risque qui est pris. Donc ça, c'est un mélange de toutes ces choses-là qui vont permettre de définir si l'opération est spéculative, oui ou non. Donc, dans certains cas, tu sais assez facilement que tu es en bon père de famille parce que voilà, tu as gardé pendant des années et tu fais une petite revente et tout ça, tu es plus ou moins bon. Et de l'autre côté, en spéculation, tu sais qu'il y a des moments où tu te rapproches de ça et que c'est un peu plus dangereux. Mais même si je vulgarise ici, juste dire que l'investissement à long terme, c'est d'office que du bon père de famille, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça ne suffit pas toujours et dans les faits, si tu multiplies les opérations, ça peut devenir risqué. Après, on peut être dans le profil spéculateur volontairement, évidemment. Quand on fait du trading crypto, etc., lending, stacking, machin bazar, on va souvent être dans le profil de spéculation et ça peut être une volonté, tu vois, volontaire. Bref, troisième et dernier profil, c'est le professionnel. Là, c'est assez simple puisque lui, c'est quelqu'un qui est professionnel dans le domaine et ses gains vont être considérés comme des revenus professionnels et être taxés, soumis au barème progressif de l'impôt. Dans cette vidéo, je vais principalement te parler évidemment du bon père de famille, c'est-à-dire du profil de base de la gestion de son patrimoine privé. Puisque lui serait taxé à 10%, le spéculateur à 33% et le professionnel jusqu'à 50%, etc. en fonction de l'imposition sur le revenu. Numéro 2. Quels sont les investissements qui sont concernés? Eh bien, c'est extrêmement large. On va prendre les actions, les obligations, les ETF, les fonds d'investissement, les options, certains produits dérivés, les assurances d'investissement, les assurances vie aussi, les devises, l'or d'investissement et même les crypto-actifs, les crypto-monnaies et tout ça. Évidemment que si tu détiens des actifs à l'étranger, ça compte aussi là-dedans dans la taxe des plus-values. Si tu as des comptes étrangers ou bien si tu investis sur des plateformes étrangères, tu n'échappes bien entendu pas à la taxe. Certains produits peuvent être exonérés, notamment les produits de pension fiscalement encadrés, les épargnes pension, etc. qui peuvent être protégés, les comptes d'épargne, les comptes à vue et les comptes à terme qui ne sont pas non plus soumis à cette taxe. Mais retiens que dès que tu vends un actif, en général, tu as une taxe. Une taxe sur les plus-values réalisées. C'est un mot qui est important puisque dans ton portefeuille, imagine que tu as acheté un produit, un ETF ou quoi à 100 € et qu'il vaut maintenant 150 €. Tu as 50 € de gain. Il y a un petit 50 qui apparaît en vert. C'est ce qu'on appelle une plus-value latente puisqu'elle ne t'appartient pas encore. Elle n'est pas réalisée. Cette plus-value peut disparaître. Elle peut se transformer en moins-value si le marché chute. Elle peut aussi grossir ou évoluer. Et donc, elle n'est pas sous le coup de la taxe des plus-values. Elle pourrait être sur la taxe compte titre ou d'autres trucs sur le patrimoine, mais on ne va pas en parler ici. Par contre, dès que tu vends à 150 ici et que tu as acheté à 100, tu as 50 € de plus-value qui sont réalisés cette fois-ci.
Et attention, les frais de courtage et ce genre de choses ne sont pas déduits. Donc ça fait toujours plaisir puisque tu vas payer une taxe dessus. Imaginons que tu as un investissement de 10 000 euros et qu'avec un peu de temps, tu arrives à faire 3 000 euros de plus-value. Donc ça vaut 13 000. À l'achat, tu as payé 30 euros de frais, etc. Et à la revente aussi 30 euros. Ça fait 60 euros. Donc ta plus-value, c'est pas 3 000, c'est 2 940. Il y a 60 euros que tu n'as pas gagné, tu as payé ça en frais. Et bien, on va considérer que tu as une plus-value de 3 000 euros. Donc, forcément, ça va se cumuler et ça peut faire un petit peu mal. En tout cas, tu payes des taxes sur un gain qui n'existe pas. Troisièmement, beaucoup de gens posaient la question sur ce qui se passe pour les gains avant 2026. Eh bien, tout ce que tu avais avant 2026 ne sera pas taxé puisque historiquement, il n'y avait pas de taxe sur la plus-value en bon pas de famille pour les investisseurs particuliers. On va utiliser le 31 décembre 2025 comme date de base pour calculer la valeur de départ en fait de tes placements. Ça, c'est souvent le courtier qui s'en occupe ici. Ça, je vais en reparler après. Ou imaginons, je prends un exemple, tu avais un truc à 100 euros en 2022. En 2025, ça valait 150. Eh bien, c'est ce prix-là de 150 qu'on va prendre en compte. Si, attention, tu avais acheté, admettons, à 300 euros en 2024 ou 2022, ce que tu veux, et qu'en 2025, ça ne vaut plus que 200 euros, eh bien, dans ce cas-là, c'est dégueu parce que si on prend 200 euros comme base et qu'on calcule ma plus-value depuis 2025, le 31 décembre 2025, ben oui, je suis en plus-value, mais je suis pas en plus-value puisque j'ai acheté en vrai à 300. Donc, si ça remonte à 250, on va me compter 50 euros de plus-value alors que c'est faux. Donc ça, évidemment, ils ont quand même mis un truc au point. Tu peux, jusqu'en 2030, choisir un autre prix plus ancien. Donc dans mon exemple, tu pourrais dire, ben moi j'ai pas eu ce prix au 31 décembre 2025, il ne m'arrange pas, je préfère un prix d'avant. Mais pour ça, il faudra faire une demande, il faudra avoir évidemment l'historique des transactions, il faudra avoir des preuves de tout ça et de ce que tu avances. Attention que les moins-values, parce que c'est ce que je vais aborder maintenant, parce que quand tu perds de l'argent, ben, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je paye des taxes sur les pertes? Heureusement, pas encore. Mais si tu as une moins-value qui date d'avant 2026, ça, tu ne peux pas la récupérer puisque les moins-values sont déductibles de manière annuelle. D'accord? Donc, si tu as gagné 100 et que tu as perdu 50 ailleurs, ben en fait, ta plus-value taxable, c'est 50 euros. Donc, elles sont déductibles et elles peuvent avoir une compensation sur la même année. Ça, c'est très important. Pour pouvoir compenser tes plus-values et moins-values, tu vas devoir répondre à 3 conditions. La première, c'est que les plus-values et moins-values doivent avoir été réalisées par le même contribuable. Bon, ça paraît logique. Ça doit être fait la même année, donc tu ne peux pas la reporter sur plusieurs années. Et tu ne peux pas prendre une perte de l'année passée où tu as perdu 10 000 et de compenser cette année où tu as gagné 5 000 par exemple. Et ça doit être dans la même catégorie fiscale. Le truc, évidemment, auquel tu penses, c'est que tu te dis, ben, la bourse, elle suit des cycles un petit peu. Elle peut avoir 1 an, 2 ans haussier où je vais faire beaucoup de plus-value et puis avoir 1 an, 2 ans, 3 ans très baissier. Souvent sur les réseaux là qui disent, oui, la bourse, c'est une moyenne de 8% ou 10% ou je sais pas combien. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai que c'est une moyenne de autant, mais dans la vraie vie, quand tu vis les événements, tu as peut-être 3 ans très forts, 2 ans moins bons, 1 an moyen, 2 ans de stagnation, puis 1 an très fort, 1 an moins fort. Enfin bref, ça va dans tous les sens. Et donc, le fait de ne pas pouvoir reporter les déductions et les moins-values, etc., c'est un petit peu embêtant. Mais bon, moi, je suis là pour t'expliquer le principe, pas spécialement pour juger. Plein de fois, les abonnés m'ont aussi demandé comment est calculée cette plus-value. Parce que si moi, je suis sur un courtier étranger, Trade Republic, De Giro et compagnie, il y a de grandes chances qu'ils ne s'occupent pas de la taxe, d'accord? Puisque les courtiers belges, eux, peuvent s'en occuper. Je vais en reparler avec les opt-in et tout dans un instant. Mais les courtiers étrangers, souvent, ne vont pas s'en occuper. Donc, tu devras le faire toi-même. Comment est-elle calculée cette taxe? Elle est calculée en FIFO. First in, first out. Ça veut dire que les premiers entrées sont les premiers à sortir. Imagine un magasin de pommes, il n'a que des pommes. Et quand je rentre dans mon magasin de pommes, je mets mes caisses de pommes ici, tu vois. Puis je retourne chercher des pommes et je les remets ici. Et puis les autres ici, etc. Et quand je reviens dans ma réserve chercher des pommes, si je prends la première caisse qui est là, ça veut dire que les pommes de là-bas, elles vont être pourries, tu vois, puisque je les prends jamais. Je vais à chaque fois chercher des pommes ici. Si c'est des iPads ou des téléphones ou quoi, c'est pas très grave. Mais quand c'est du périssable, c'est très embêtant. Et donc, on va faire un FIFO, first in, first out. C'est les premiers entrées qui sont les premiers sorties. Je vais aller chercher là-bas mes premières pommes pour les sortir de mon stock en premier puisque ce sont les plus anciennes et elles vont périmer le plus vite. Les plus-values, elles ne périment pas, mais pour le calcul, c'est comme ça que ça se passe. Tu vas d'abord chercher les premières actions achetées avec leur valeur achetée et plus tard, tu iras chercher les autres. Donc, si tu as acheté d'abord des actions en 3 fois, mettons, une fois à 100 euros, une fois à 150, une fois à 200, tu vends à 250, on va aller chercher les actions que tu as achetées à 100 euros au départ pour calculer ton prix de vente. Donc ça, c'est un peu compliqué. On pourra faire une vidéo entièrement dédiée si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parlons, avant des opt-in, etc., de l'exonération.
Petit chapitrage, exonération annuelle de 10 000 euros, ça c'est la bonne nouvelle de l'histoire. On a droit à une exonération de 10 000 euros. Mais c'est une exonération qui est annuelle, donc une fois par an. Et surtout, si tu ne l'utilises pas cette année, pendant 5 ans, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, pendant les 5 prochaines années, tu auras une augmentation de 1 000 euros par an. Si jamais tu ne vends jamais, tu peux avoir jusqu'à 15 000 euros du coup d'exonération après 5 ans. Attention, cette exonération de 10 000 euros s'applique par personne, pas par compte titre. Donc si tu as plusieurs comptes titres, tu n'as pas 10 000 euros par compte titre, tu as 10 000 euros pour ta tête tout court. Et ça, c'est très important. Si tu es en couple et que vous êtes marié, etc., comme c'est mon cas, chacun a droit à sa petite exonération, évidemment, de 10 000 euros. On n'est pas sur un mixte, mais c'est chaque personne qui a droit. Donc si je fais par exemple une plus-value de 13 000 euros, les 10 000 premiers euros ne seront pas taxés, 0%, et il y aura une taxe de 10% seulement sur les 3 000 euros qui excèdent les 10 000 euros ici par an. Donc 10% de 3 000, ça fait 300 euros de taxe. Je vois que tu comprends un peu comment ça se passe. On passe aux crypto-actifs, aux crypto-monnaies qui sont explicitement concernés par la taxe. Ils ont bien dit que ce serait dedans. Si tu détiens un petit peu de Bitcoin dans le cadre d'une gestion normale du patrimoine en bon père de famille et que tu le revends avec une plus-value, il sera taxé à 10%. Il y aura aussi droit à l'exonération annuelle de 10 000 euros. Mais il n'y a pas de règle qui explique explicitement que le Bitcoin et Ethereum seraient automatiquement considérés comme moins spéculatifs que les autres ou plus prudents que les autres, même si c'est ce qui tourne beaucoup de manière générale sur les réseaux sociaux, etc. Mais ce n'est pas automatique que ce soit moins spéculatif. En fait, le fisc examine, je l'ai dit tout à l'heure, la fréquence des transactions, les montants, l'utilisation de leviers, etc., les proportions du patrimoine, le niveau de risque, plein de choses ainsi qui sont prises en compte pour évaluer. Et ce qui est très important aussi, c'est de savoir que passer de crypto à crypto, donc passer par exemple vendre tes bitcoins pour passer en stablecoin, USDC, etc., c'est taxable, d'accord? Ça déclenche la taxe des plus-values. Donc il faut bien conserver l'historique complet des achats. Et si tu es déjà abonné, tu vas te demander ici qu'est-ce qui se passe avec la taxe Reinders, la fameuse taxe qui touche les fonds obligataires ou en tout cas qui ont une partie productive d'intérêt. Certains ETF et fonds qui comprennent des obligations ou des produits productifs d'intérêt sont frappés déjà par une taxe des plus-values à hauteur de 30% sur la composante obligataire. Donc, un fonds obligataire va être taxé à 30% sur la plus-value. Un fonds mixte va être taxé uniquement sur la partie productive d'intérêt à 30%. Donc ça, il y a certains documents que tu dois pouvoir retrouver qui permettent d'évaluer et de savoir exactement ce qu'il y a dedans. Si l'émetteur ou toi-même ne savait pas prouver la partie productive d'intérêt, alors le fonds, s'il y a des actions, des obligations, etc. dedans, mais qu'on ne sait pas prouver la partie obligataire, la partie productive d'intérêt, dans ce cas-là, c'est la totalité du fonds qui est taxée. Très important à comprendre, sous la taxe Reinders de 30%. Ce qui change en fait maintenant, c'est simplement que pour les fonds obligataires 100% ou les fonds productifs d'intérêt, ça reste la taxe Reinders, il n'y a pas de taxe de 10%. Pour un fonds mixte, là par contre, la partie obligataire c'est 30% et la partie action par exemple, là ce sera 10%. Donc c'est quand même vachement compliqué, mais c'est à prendre en compte, à étudier et à déclarer si jamais tu vas vers ce genre de produit. Parlons des donations et successions, parce qu'on m'a aussi posé plusieurs fois la question, si je donne mes actions et mes comptes titres par exemple à mon enfant, mon fils, ou que je meurs, qu'est-ce qui se passe? Dans tous les cas, la plus-value n'est pas purgée. C'est en tout cas ce que j'ai pu lire sur Internet et au cours de mes recherches. Je répète que je ne suis pas fiscaliste et donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais les titres que tu reçois en donation ne sont pas taxés tout de suite, mais le prix d'achat historique ne disparaît pas. Donc, pour faire un exemple simple, imagine que j'ai acheté pour 100 000 euros d'actions, d'accord? J'ai un compte titre et j'ai 100 000 euros d'actions. Je les donne à mon fils, elles valent 120 000. Donc lui, il les récupère à 120 000, mais il y a déjà 20 000 de plus-value historique. Ça ne disparaît pas. Lui ne paye pas de plus-value puisqu'il n'a pas été vendu, donc il n'y a pas de taxe, c'est pas réalisé. Mais le prix n'est pas de 120 000, son prix historique c'est 100 000, celui que moi j'ai payé. Et si un jour il le revend et que ça vaut 150 000, il paiera bien une taxe des plus-values sur 50 000 et pas sur 30 000, 150 moins 120. J'espère que c'est clair mon histoire. Ça, c'est en cas de donation. Et de ce que j'ai pu voir le plus régulièrement, en cas d'héritage, c'est la même chose. Si j'hérite de cet argent, la plus-value n'est pas purgée, et on garde le coût d'achat historique, le prix d'achat historique, et au moment où on revend, on part de ce prix-là pour recalculer la taxe des plus-values. Il y a certaines sources, il y a certaines personnes qui disent que la plus-value serait purgée en cas d'héritage. Il faudrait consulter de toute façon un professionnel dès que tu as des plans d'héritage, de donation, ce genre de choses-là, aller voir un notaire, etc. Mais ici, c'est pour moi l'important que tu aies l'idée générale de comment ça fonctionne. Je préfère le dire clairement quand je ne suis pas sûr à 1000% et pour une planification successorale, je l'ai dit, il faut impérativement aller voir un professionnel, un notaire, un fiscaliste.
Opt-in et opt-out. Maintenant, j'en ai déjà un petit peu abordé ça tout à l'heure. Opt-in et opt-out, c'est un choix important. L'idée, c'est que cette plus-value, qui va la calculer, qui va la déclarer, qui s'en occupe. Soit tu choisis le opt-in et dans ce cas-là, c'est le courtier qui s'en occupe, en tout cas les courtiers belges. Et ils vont automatiquement calculer et prélever la taxe de 10% sur toutes tes ventes plutôt que tu fais en bourse. Que tu sois au-dessus ou en dessous de 10 000 € par an. Et donc, tu fais ce qu'on appelle une sorte de prêt en fait à l'État, puisque l'argent est donné à l'État en attendant. Et toi, à la fin, la déclaration suivante, donc l'année suivante, tu vas déclarer tes plus-values et dire, voilà, moi je réclame l'exonération de 10 000 €. Le courtier ne peut pas le faire pour toi puisqu'il ne sait pas si tu as un compte, 2 comptes, 3 comptes, 10 comptes. Donc lui, il a un compte sur lequel il voit ce que tu fais, mais il ne sait pas si tu as plusieurs comptes. Et donc, il ne sait pas où tu en es dans ton exonération de 10 000. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas la faire. Dans l'opt-out, dans ce cas-là, c'est toi qui décides de déclarer et de calculer tes plus-values. Souvent, les courtiers belges, en tout cas ici déjà, ils te donnent un récap sur dès que tu fais une vente avec le prix de vente, les frais de courtage et la valeur de ta plus-value calculée, ainsi selon la méthode FIFO, ainsi que la taxe. Et donc, moi, je garde évidemment tout ça pour pouvoir vérifier et calculer, déclarer mes plus-values. J'ai un petit dossier dans mon ordinateur et comme je fais très peu de ventes, j'ai que quelques documents ainsi à garder. Dans les deux cas, c'est ça qui est contre-intuitif. Il ne faut pas penser que l'opt-in fait que tu n'as rien à faire. Dans les deux cas, tu dois déclarer toi-même l'exonération. Sauf si tu fais un opt-in et que tu renonces à l'exonération, que tu dis tiens, j'ai fait quasi pas de vente, j'ai je sais pas moi 100 € de plus-value, 200 € de plus-value sur l'année, ça fait 20 € de taxes, c'est perdu, j'ai pas envie de les réclamer, etc. Il y en a certains qui pourraient renoncer évidemment à l'exonération. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ça reste une présentation générale, je l'ai dit, j'ai pas abordé l'histoire des participations importantes dans une société, j'ai pas parlé des plus-values internes, des assurances vie en détail, des produits dérivés, etc. Je suis resté vraiment sur ce qui intéresse un bon père de famille en Belgique, un particulier classique. On pouvait aussi parler des devises, dès que tu fais des transferts de devises et que tu fais des plus-values, c'est taxable aussi, etc. Les règles transitoires, j'en ai parlé dans une autre vidéo qui est sortie il y a pas longtemps. Voilà, si tu veux aller plus loin, évidemment, je te propose beaucoup plus d'informations et de ressources sur mon site internet. C'est le premier lien en description et le premier commentaire épinglé que tu pourras voir, où je te propose aussi des formations beaucoup plus complètes que ce que je peux faire sur YouTube. Je te dis merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.